Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mais que d'événements en ce moment, au tel point que je ne sais même pas comment je vais faire pour publier dans l'ordre chronologique l'ensemble des vidéos. Parce que j'ai encore une vidéo qui est en suspens, qui n'est toujours pas publiée, qui est sur où je revenais de façon très succincte, très globale sur le nouvel ordre mondial. Parce que oui, c'est ce dont on parle, ce qui est d'actualité. Quand je vous ai dit que peut-être nous vivons, je dis bien peut-être je me trompe, mais peut-être un changement de casting pour accélérer, pour passer la seconde. Nous verrons bien. Le fait est, c'est que, au vu des événements, je suis quand même effaré de voir en France les va-t-en-guerre qui, quand tu leur poses la question, oui d'accord, ok, mais avec quels moyens, avec quel argent, avec quel matériel, avec quels hommes? Parce que, je suis désolé, mais partir sur un principe de 300 000 hommes, vous allez les trouver où les hommes? Parce que c'est pareil, il y en a qui vous disent oui, je rappelle, il y en a un, il m'a tweeté, oui, il y a un truc énorme, c'est 200 millions d'Américains face aux 440 millions d'Européens, les Américains font pas le poids. Mais déjà, connard, aux États-Unis, on n'est pas 200 millions, on est 348 millions. Et deuxièmement, 440 millions, c'est-à-dire que tu additionnes les populations de pays qui ne sont même pas fédérés. Alors que les États-Unis est un pays fédéré. C'est 50 États qui sont fédérés. Attention, parce que là, il y en a plein qui sont en train de vous faire des comparaisons mais complètement débiles pour faire valoir leurs propos. C'est comme ceux qui disent oui, traité de paix, on les voit, les pétainistes. C'est quoi le lien avec les pétains? Parce que Pétain, il a fait un cessez-le-feu, il a présenté la reddition de la France face à l'Allemagne. Pareil, ces gens-là, je leur dis, ok, d'accord, imaginons, Pétain, il fait pas la reddition, continue la guerre contre l'Allemagne. Quand vous savez que à ce moment-là, la France, de toute façon, elle est balayée, vous allez vous battre avec quoi? Des pierres et des cailloux, avec des bâtons, des arcs, des lances, des arbalètes. Donc c'est-à-dire que vous acceptez le fait que des Français, des soldats comme des civils, surtout les civils, soient massacrés. C'est ça en fait. Ah oui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le deux poids deux mesures. C'est ce qu'on appelle savoir reconnaître sa défaite. Parce que oui, ces gens-là aujourd'hui, quand on les met devant le fait accompli, ils sont quand même dans le déni de la défaite. Dans le déni de la défaite de l'Ukraine. Alors oui, injustement, on est d'accord. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez continuer à filer du fric à l'Ukraine? Vous voulez continuer à... c'est quoi le prochain épisode? C'est finalement trouver une coalition pour aider l'Ukraine et envoyer des soldats français, britanniques, polonais. C'est-à-dire finalement faire une guerre ouverte à la Russie. Sous quel statut? Quand la Russie est allée en Syrie aider Bachar el-Assad, il y avait un traité, il y avait une alliance. Là, il n'y a rien avec l'Ukraine. Aucun pays, depuis le temps, n'est allé voir Zelensky en disant tiens, je te propose un traité d'alliance, comme ça on peut intervenir chez toi. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Et je rappelle quand même que la petite foire là qu'ils ont fait en Grande-Bretagne, là, avec même Trudeau, etc., mais c'est de l'esbrouf. Parce que le Premier ministre britannique, il l'a bien dit, il a dit oui, nous devons trouver une alliance, nous devons trouver une unité entre les pays européens et les pays occidentaux, mais toute action ne pourra pas se faire sans les États-Unis.
Ah, mais je croyais que Trump, il avait été clair. Ou alors peut-être vous avez l'intention d'attendre 4 ans que Trump, les prochaines élections présidentielles américaines, pour espérer que les progressistes démocrates récupèrent le pouvoir. Ça va faire beaucoup de morts en 4 ans. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une affaire à suivre. Bon, ça, c'était pour l'aparté, pour suivre un petit peu l'actualité. Et je vais vous parler du travail. Travailler aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que travailler aux États-Unis? Alors, vous savez que quand vous êtes étranger, vous devez avoir un visa de travail, un visa légal pour pouvoir travailler aux États-Unis. Mais évidemment, je vais faire une comparaison avec ce que vous connaissez en France, pour que vous fassiez une idée. La première question, comment se comporte aujourd'hui le marché du travail américain? Il est compliqué. Il est très compliqué. Il est très compliqué, pourquoi? Parce que depuis ces 20 dernières années, les entreprises ont commencé à avoir une sorte de déliquescence des savoir-faire, des compétences et de l'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission des savoirs. Donc il a fallu restructurer, repenser les choses et mettre en place des procédures de telle manière à former, auto-former les gens. Je dis auto-former parce que, en réalité, depuis que je suis aux États-Unis, toutes les entreprises, tous les endroits où je suis allé, j'ai jamais été formé par quelqu'un. On m'a toujours foutu devant un écran avec des vidéos, des trucs de présentation, comment on appelle ça, des QCM. Enfin, normalement, vous êtes censé quand même commencer à travailler avec quelqu'un qui vous forme. Mais en réalité, il ne vous forme pas. En réalité, vous mettez direct dans le bain, puis tu te démerdes. Tu t'observes, tu regardes comment tes collègues travaillent, tu poses des questions. Tu essaies d'être curieux, tu essaies d'avoir des explications sur pourquoi vous faites ça comme ça, où est-ce qu'on trouve les trucs, c'est quoi la procédure, etc. Parce que ce n'est pas eux qui vont vous donner les informations, je vous le dis tout de suite. Donc, travailler aux États-Unis, déjà, dites-vous bien, vous devez être débrouillard. N'attendez pas que ça vous tombe entre les mains, il va falloir que vous vous démerdiez tout seul, que vous appreniez tout seul. Comparé à la France, en revanche, pour vivre aux États-Unis, pour commencer à vivre aux États-Unis, vous pouvez très facilement trouver du travail. Alors attention, le travail aux États-Unis, que vous pouvez trouver en 24 heures, c'est évidemment des petits boulots. C'est des boulots pas très bien payés. Souvent des boulots de service. Dans la restauration, le nettoyage, le BTP, dans l'artisanat, artisanat, et encore, main-d'œuvre dans le BTP, dans la plomberie, dans l'électricité, etc. Mais à la limite, le mec avec qui vous allez travailler, il peut vous former. Et après, si vous y avez besoin, l'entreprise peut vous faire passer des certifications. Comme moi, par exemple, j'ai jamais fait de formation cuisine, mais pourtant, je me suis retrouvé comme cuisinier, donc l'entreprise où j'ai travaillé m'a payé ma certification de cuisinier. Donc ça, c'est très facile. Puis en plus de ça, dites-vous bien, il y a une demande. Il y a une demande justement parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des gens sérieux. Mais là, peut-être, de ce que j'entends en France, vous allez me dire, c'est pareil en France. En France, c'est pareil, on est dans la merde parce qu'on ne trouve pas, dans les jeunes, on ne trouve pas des jeunes sérieux. On ne trouve pas des jeunes matures. On ne trouve pas des jeunes qui assument leurs responsabilités. Oui, merci l'éducation. Alors aux États-Unis, ouais. Alors, pareil. En revanche, évidemment, dans les métiers un peu plus qualifiés, là, vous êtes obligé d'avoir des diplômes.
qui est compliqué, évidemment, c'est est-ce que vous avez des équivalents par rapport au diplôme que vous avez en France? Là, par contre, c'est à vous de vous renseigner pour essayer de savoir. Mais à la rigueur, vous pouvez, pendant 1 an ou 2 ans, avoir un travail, gagner un peu d'argent, faire attention. Quand je dis faire attention et gagner un peu d'argent, c'est ne vous attendez pas à trouver à louer un appartement, par exemple. Vous n'aurez pas les moyens. Vous serez obligé de faire de la coloc. Une coloc, en règle générale, c'est entre 400 et 700 $ par mois. Ça dépend des endroits, et évidemment. Mais à la limite, faire ça pendant 6 mois, 1 an, le temps de vous retourner, vous pouvez, si vous avez un peu d'économie, vous payer par exemple des universités par correspondance. Enfin, maintenant en ligne, si vous voulez. Ça, c'est un gros marché ici aux États-Unis. Il y a beaucoup d'universités maintenant qui font des offres de formation en ligne et vous passez le diplôme. Si bien que, limite, oui, alors évidemment, suivant le type de métier que vous faites, si vous faites un métier de médecin ou un truc comme ça, là, ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que si vous avez déjà les bases, à la limite, vous pouvez très bien vous inscrire comme candidat libre à certains examens pour repasser les diplômes américains. Ou, comme je vous dis, ça arrive très souvent sur les métiers de très haut niveau, de très grande qualification. En règle générale, sur tout ce qui est BTS, maîtrise, vous avez souvent des équivalents que vous pouvez faire valider aux États-Unis. Les secteurs sur lesquels il y a beaucoup de demandes. Il y a 2 secteurs où, en tant que Français, vous pouvez être sûr et certain d'être pris. C'est la santé et la finance. Si vous êtes français, vous avez des diplômes pour pouvoir travailler dans une banque, alors conseiller, trader, tout comme ça, vous avez la garantie de trouver assez rapidement du boulot. Pourquoi ? Parce que les Américains, dans ces secteurs, sont très friands, dans ce sens où nous avons par défaut une éducation polyvalente. C'est-à-dire nous savons être polyvalents. Parce que le travail aux États-Unis, c'est un travail, alors quoique depuis quelques années ça commence un petit peu à changer, mais c'est des métiers qui sont vraiment très spécifiques. D'où c'est pour cette raison d'ailleurs que je dis souvent qu'aux États-Unis, ils sont très pointus dans leur domaine. Mais par contre, dès que tu les sors de leur domaine, là, ils sont un peu paumés. C'est-à-dire que... Mais ça commence à changer. Parce que, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêts à investir sur des gens qui sont capables d'être polyvalents, c'est-à-dire d'avoir de la haute technicité dans leur domaine, mais de pouvoir interagir sur d'autres domaines ou d'avoir des connaissances sur d'autres domaines pour justement pouvoir pallier peut-être des fois des méconnaissances. Allez savoir. Et chose très importante, même si malheureusement la situation économique, l'inflation a peut-être un petit peu changé les choses, mais en règle générale, si vous tombez sur des bons responsables, des bons managers, des bons superviseurs, etc., si vous êtes un élément de qualité, votre salaire, il peut très rapidement évoluer. Quand je dis très rapidement évoluer, selon certains secteurs, ça peut être par exemple au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, vous pouvez gagner 1 ou 2 $ sur votre salaire. Et puis si vous êtes, voilà, et puis ça peut évoluer. Alors, vous commencerez toujours au bas de l'échelle, suivant les métiers, ça peut être 10, 11, 12 $ de l'heure. Pour les métiers haut qualifiés, ça peut commencer à 25 $ de l'heure. Et ça peut monter assez rapidement. Encore une fois, selon vos qualifications et surtout selon ce que vous êtes capable de produire. Si vous produisez bien, si vous travaillez bien, si vous êtes consciencieux, si vous êtes sérieux,
Et surtout, dans certains secteurs, si vous savez prendre des initiatives, alors là, je peux vous dire qu'ils vont vous garder. Et pour vous garder, le salaire, évidemment, il monte. Donc ça, aux États-Unis, si vous êtes un bosseur, si vous êtes sérieux, là, vous pouvez faire vraiment carrière aux États-Unis. Parce que là-dessus, ils savent être reconnaissants. Ils savent vous récompenser au mérite. Alors, je ne dis pas, c'est vrai partout, malheureusement. Aujourd'hui, vous avez des grosses entreprises corporate qui sont de plus en plus près de leurs sous et qui, par contre, eux, vont être un petit peu plus regardants. Et là encore, ça dépend de l'intérêt des managers, des superviseurs. C'est leur intérêt de vous garder, de vous avoir sous leur coupe, d'être productifs, parce qu'eux aussi, ils vont gagner en productivité, en qualité de travail, etc. Mais en général, ils savent qu'il peut y avoir de la compétitivité, c'est-à-dire qu'un très bon élément dans une entreprise, la concurrence, elle peut très rapidement vous identifier. Et elle peut très rapidement prendre contact avec vous. C'est le principe des chasseurs de tête, et ça passe. C'est la même chose en France. Mais aux États-Unis, ça va très très vite. C'est-à-dire que si vous êtes un très bon élément, alors c'est pas vrai dans tous les secteurs, il est évident que si vous travaillez dans la restauration, dans la plomberie, dans la mécanique, etc. Bon, évidemment, c'est des secteurs où il y a de la demande, si vous voulez, mais il ne va pas y avoir des chasseurs de tête pour savoir que si vous êtes un très bon mécanicien, que l'entreprise... Non. Par contre, si vous êtes un très bon médecin, si vous êtes un très bon financier, si vous êtes un très bon banquier, si vous êtes un très bon ingénieur, si vous êtes un très bon manager, un très bon superviseur, dans tout ce qui est procédure administrative, comptable, financière, tout ce qui est législatif, tout ce qui est administratif, même administration publique, ça peut monter très très, très vite en fait. Et donc, il est vrai que aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de facilité qu'en France. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir des Américains, de leur société, etc., au niveau de l'emploi, là-dessus, il n'y a pas photo. Alors après, attention, c'est pas forcément vrai partout. Il est évident que si vous commencez à rêver de vouloir aller vivre en Californie, à Los Angeles, là, je pense qu'à mon avis, vous allez, mais alors, galérer comme c'est pas permis. Parce que la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, pour commencer, les petits boulots, mais les petits boulots, même si les salaires sont réévalués suivant les États, c'est-à-dire par exemple un salaire de cuisinier ici en Caroline du Nord n'est pas le même en Californie. En Californie, un cuistot va peut-être commencer plutôt à 16, 17 ou 18 $ de l'heure. Alors qu'ici, il peut peut-être commencer à 7 $ de l'heure ou 10 $ de l'heure. Vous voyez, donc ça dépend du niveau de vie des États. La Californie, c'est un État qui est très très cher. Donc forcément, il faut qu'au moins les salaires soient un petit peu attractifs. Mais ils ne sont pas suffisamment attractifs. Donc vous ne pouvez pas trouver, si vous travaillez dans Los Angeles même, dites-vous bien que vous n'aurez absolument pas le salaire pour pouvoir vous payer, ne serait-ce même qu'une piole. C'est même d'où la raison pour laquelle il y a un marché véritablement sur la colocation. Moi j'ai mon beau-frère par exemple qui a sa maison à Los Angeles. Pendant un temps il faisait de l'Airbnb, sauf qu'évidemment l'Airbnb maintenant tu ne peux plus faire d'Airbnb plus de 6 mois par an, donc c'est plus rentable. Par contre il a réaménagé sa maison et maintenant il a 1, 2, 3, 4 chambres, 4 chambres suffisamment grandes qu'il loue en coloc et il arrive à se faire je crois qu'il loue ça dépend de la taille des chambres, je crois que c'est minimum il m'avait dit 600 $, la plus petite, entre 600 et 800 $ la chambre par mois. Donc vous voyez, si vous rêvez d'aller vivre aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles et de louer un appartement, non. Ça, si vous ne gagnez pas au moins 4 000 $, minimum 4 000 $ net par mois, vous oubliez l'appartement.
Même la maison, hein, c'est hors de prix. Faut savoir par exemple qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que il y a beaucoup d'hispaniques qui travaillent dans beaucoup de métiers de service, parce que les hispaniques, eux, c'est souvent des familles nombreuses. C'est-à-dire que vous avez le père, la mère, les 3 enfants, parfois même le grand-père, la grand-mère, etc. Et tout le monde travaille. Tout le monde a un boulot. Donc tous les salaires sont mis en commun, et ça, c'est ce qui leur permet, oui, peut-être de vivre dans une maison, voire même d'acheter une maison. Donc ils arrivent à vivre. Mais bon, ils arrivent à vivre. Je dirais, c'est les styles de vie familial très latines, en fait, très pays du Sud. Il n'y a que comme ça qui peuvent encore survivre, pas survivre, mais vivre sans être obligés de se taper 2 heures de route pour aller au bosser le matin, et puis 2 heures le retour le soir. Comme c'est le cas, par exemple, à San Francisco, vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans des restos dans le centre-ville, le downtown de San Francisco. Vous avez des gens, en fait, qui, en réalité, habitent à Modesto. Sauf qu'à Modesto, c'est à 1 heure de route de San Francisco. Et encore, je ne parle même pas du trafic. C'est-à-dire que si vous devez en plus vous taper le trafic, il faut compter 2 heures. Donc 2 heures matin, 2 heures le soir. Donc ça, pensez-y, parce que c'est très important. Après, si vous trouvez du boulot dans les petites villes, des trucs comme ça, bon. Mais voilà, c'est une constance d'évolution. Alors ça, pareil, aux États-Unis, dites-vous bien que si vous avez un boulot, si vous restez 2 ans dans une entreprise, c'est déjà énorme. Moi, j'ai réussi à garder un boulot pendant... j'ai travaillé pendant près de 4 ans dans un cinéma. Moi, après, quand j'ai retrouvé le boulot, parce que, bon, pour la petite histoire, le cinéma a fermé en partie à cause du Covid, les rares entretiens que j'ai eus, je dis les rares parce que finalement, j'ai passé des entretiens, mais ils m'ont dit, tu commences lundi. Ok, bon, ok. Ils m'ont dit, ils étaient étonnés que je sois resté dans une même entreprise pendant 4 ans. Parce que, oui, dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de turnover. C'est-à-dire que il y a des gens, parfois, qui restent 3 mois, 6 mois, grand maximum. Ceux qui restent au moins 1 an, je vous ai dit, ceux qui peuvent rester 1 an, c'est les bons éléments, en fait. C'est les éléments que l'entreprise veut garder, est prête à augmenter au niveau du salaire pour les garder, etc. Mais sinon, dans beaucoup de secteurs, oui, vous avez affaire à des gens qui n'ont rien à foutre, quoi. Parce qu'ils savent de toute façon, si ça ne plaît pas, ils se font virer, puis ils peuvent trouver un autre boulot le lendemain. Bon, par contre, les prestations sociales, là, ça peut être compliqué, parce que la prestation sociale, s'ils voient que tu as bossé 3 mois, tu t'es fait virer, si tu vois que tu as après bossé 2 mois, puis tu t'es fait virer, il y a un moment donné où ils vont se dire, désolé, mais là, soit vous avez un problème, ou vous y mettez pas du vôtre. Donc, attention, parce que là, on peut vous payer une prestation pendant 2 mois, mais la prochaine fois, niette, quoi. Parce que oui, même si vous n'êtes pas américain, moi j'ai pas la nationalité américaine, j'ai le droit au chômage. Quand il y a eu le Covid, j'ai eu le droit comment on appelle ça, aux subventions Covid. Je ne sais pas si on pouvait appeler ça subvention Covid ou un truc comme ça, enfin bref. À partir du moment où vous travaillez, vous cotisez. Donc à partir du moment où vous cotisez, vous avez les mêmes droits que les Américains. Actuellement, je cotise, je cotise pas, mais je gagne des droits sur la retraite américaine. Enfin, la retraite de base, c'est-à-dire que, le jour où je décide à 60 ans de partir à la retraite, je ne partirai pas à 60 ans à la retraite, mais je gagne, c'est 3 fois rien, quoi. En général, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui essaient de prendre
des fonds de pension, parce que les fonds de pension permettent de compléter la retraite fédérale où vous touchez vraiment des clopinettes, quoi. Vous ne pouvez pas vivre avec, d'une manière générale. Mais j'y ai le droit. Le travail aux États-Unis, c'est 40 heures par semaine. Vous avez la même notion qu'en France, temps plein, temps partiel. Sauf que, merci M. Obama, parce que M. Obama, quand il était au pouvoir, son premier mandat, pour booster l'emploi, il a offert des subventions aux entreprises. Et qu'est-ce qu'ont fait les entreprises avec ces subventions? Eh bien, elles ont tout simplement supprimé des temps pleins pour créer des temps partiels. Parce qu'avec les subventions, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des textes d'assouplissement. Vous savez qu'en France, les CDD, normalement, c'est renouvelable une fois, mais après le deuxième, alors rectifiez-moi, peut-être que ça a changé depuis, mais c'est-à-dire si vous avez un CDD de 3 mois, par exemple, le CDD est renouvelable une fois, donc 3 mois. Donc ça vous fait 6 mois en 2 CDD. S'ils veulent vous refaire un 3e CDD, ils ne peuvent pas vous le faire tout de suite. Ils sont obligés d'avoir ce qu'on appelle la période de carence, qui est, je ne sais plus, je crois que c'est 30% du dernier contrat. Donc vous comprenez pourquoi en France, de plus en plus d'entreprises ne vous font que quasiment jamais des CDD de plus de 6 mois. Parce que au moment où ils ne peuvent pas vous faire un CDD derrière, 6 mois, ça pose un problème parce que 30% de 6 mois, c'est-à-dire que ça fait quelques semaines où vous ne pouvez pas rembaucher la personne en CDD. Alors qu'aux États-Unis, alors là, c'est open bar. Sauf qu'il n'y a pas de contrat. Eh oui, je n'ai jamais signé de contrat aux États-Unis. Les contrats, c'est vraiment réservé pour les statuts hautement qualifiés. Où là, genre évidemment, avocat, médecin, tous les métiers qui sont éventuellement avec des hautes qualifications. Là, évidemment, il y a des contrats parce qu'il y a des niveaux de responsabilité et puis suivant les contrats, on peut retirer ou rajouter des éléments, donc ça fait varier en fait le salaire. Mais bon, c'est généralement l'équivalent hautement qualifié, cadre, mais employé. Non, quand vous êtes employé, il n'y a pas de contrat, vous ne signez pas de contrat. Parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo sur les États-Unis, vous avez le principe de la parole. La parole aux États-Unis, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, ils ne vous demandent jamais du justificatif. Pourquoi? Parce que vous remplissez un papier. Et à la fin du papier, lorsque vous signez avec un engagement que les informations que vous avez données sont les vraies informations. Et que si jamais vous donnez des fausses informations, sanction. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover finalement. Parce qu'il n'y a pas d'engagement contractuel finalement. C'est-à-dire que voilà, vous avez un statut, on vous explique ce que vous devez faire, quelles sont vos responsabilités, etc. Mais au final, vous pouvez très bien bosser comme vous pouvez faire de la merde. De toute façon, si vous faites de la merde, alors ça dépend des endroits, dans les États du Nord, oui, peut-être que les gens vont commencer à dire « oui, excuse-moi, mais là, il va falloir que tu fasses attention, etc. » Alors dans le Sud, généralement, ils ne vous disent rien. C'est-à-dire que même quand vous faites de la merde, ils vont dire « ah, tu bosses bien, c'est génial. » Jusqu'au jour où ils en ont marre que tu fasses de la merde et ils te virent. C'est même pire. Je vous avais expliqué dans une vidéo, les réglementations d'un État à un autre peuvent changer. On a une particularité en Caroline du Nord, c'est que les entreprises peuvent vous virer sans justification. C'est pour ça que c'est un peu compliqué vis-à-vis des Afro-Américains, parce que les Afro-Américains, quand tu les vires, il faut savoir, il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés pour porter plainte contre les entreprises quand un employé afro-américain s'est fait virer.
parce que il s'est fait virer parce que l'entreprise est raciste. Alors que non. C'est pour ça qu'en règle générale, dès qu'il y a un employé afro-américain, c'est très difficile de les gérer parce que dès que vous leur faites une petite remarque, même très gentille, etc., il y a des moments où ça peut passer très très mal. C'est-à-dire que on n'est pas gentil. On n'est pas gentil, on est raciste. Comme je vous l'avais expliqué déjà plusieurs fois dans des vidéos, aux États-Unis, on sera beaucoup plus emprunt et facile à virer des Blancs, des Asiatiques, des Hispaniques, des Arabes, que des Afro-Américains. Parce que les Afro-Américains, voilà, il y a une telle chape de plomb à cause de l'esclavage, du racisme, avec tout ce qu'il y a derrière, le business législatif qui s'est construit autour. Donc voilà. Donc en général, quand il y a des problèmes avec des Afro-Américains, en fait, on leur dit rien. On attend que ça s'aggrave jusqu'au moment où la consigne, c'est de noter. La consigne, c'est de noter, de prendre des preuves. C'est-à-dire que le jour où on le vire, si jamais cette personne se retourne contre l'entreprise parce que soi-disant on l'aurait viré pour des raisons de racisme, eh bien l'entreprise peut apporter toutes les preuves qu'elle l'a viré parce que faute grave, parce que incompétence, parce que manque de productivité, etc. Donc ça, au niveau relationnel, dans une entreprise aux États-Unis, faites très attention. Parce qu'il y a une énorme hypocrisie. Ne comptez que sur vous, ne comptez que sur votre travail, n'attendez rien des autres. Ou ça peut arriver des fois que vous pouvez tomber sur des collègues qui peuvent être sympas, avec qui vous entendez bien. Moi, j'ai une collègue avec qui je m'entends très bien, parce qu'on a un intérêt commun, c'est de faire bien notre boulot. Et la preuve, c'est que de faire notre boulot, on a été augmenté. Parce que, oui, on est devenu indispensable. C'est-à-dire que si moi ou elle ne sont pas là, nous ne sommes pas là pendant une semaine, c'est la cata. Donc vous voyez, c'est trouver, alors après c'est un peu compliqué, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des entreprises, mais vous allez me dire peut-être, mais en France c'est pareil, hein. En France malheureusement aujourd'hui, il faut faire très attention avec qui on bosse, parce qu'il y a des gens, c'est des véritables pourritures. C'est des gens qui sont capables de vous balancer, de vous foutre des bâtons dans les roues, pour se faire valoir, voire même piquer le mérite à leurs intérêts sur votre dos. Bon aux États-Unis c'est pareil. Sachant que aux États-Unis, donc encore une fois de plus, ça dépend des corps de métier, etc. Pour qu'il y ait des salaires bas, tout est réglé. C'est-à-dire vous avez des règles pour tout, des protocoles pour tout. D'où la raison pour laquelle la normalisation à l'extrême des procédures, il y a des fois, c'est pas compatible avec la réalité. Et il y a des fois, vous êtes obligé de vous adapter ou de rectifier ou de réaménager la procédure pour vous adapter à vos outils, à la consommation, aux tendances, etc. Et puis, évidemment, le fait de faire ça, il y a des gens qui vont dire oui, non, tu dois respecter scrupuleusement la règle, tu ne dois pas prendre la liberté de faire autrement. Généralement, oui, vous allez tomber toujours sur des connards qui n'ont pas compris que, en fait, ce que vous faites, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. C'est dans l'intérêt de la productivité, de la qualité. Là encore, c'est pareil, vous verrez, vous pouvez voir au niveau des managers, assistants managers, superviseurs, vous allez avoir des gens très respectables parce que vous sentez bien que c'est des gens qui connaissent leur boulot. Comme il y en a d'autres, c'est des susbites. Puis les susbites, en général, ils sont mauvais. Et c'est les pires parce que c'est souvent ceux-là qui se servent de votre travail pour se faire valoir. Et puis vous n'avez plus que des miettes. Donc voilà, aux États-Unis, c'est pareil. C'est la même chose. À ceci près, je vous dis, c'est que malheureusement, il y a une déliquescence des savoir-faire, des compétences, des connaissances, etc., que même avec des procédures hyper strictes, hyper calculées, etc., il y a des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que il y a des gens qui s'en foutent
Il y a des gens qui font pas attention. Enfin voilà, je vous dis, il y a des moments, c'est une catastrophe. Et dans tous les secteurs, même les secteurs de la santé. Pourtant, vous dites, vu ce qu'on lâche au niveau des systèmes de santé privés, etc., alors oui, en effet, ils sont très soucieux de la satisfaction du client. Parce que là, on pourrait dire patient, mais en réalité, on est des clients. Moi, à chaque fois que j'ai affaire avec un médecin, un spécialiste, un truc comme ça, à chaque fois, on me demande alors comment ça s'est passé, est-ce que vous avez vous avez attendu, combien de temps, est-ce que vous estimez que vous avez été écouté, blablabla, etc. Écoutez, pas vraiment, parce que eux aussi, les médecins, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces histoires dans les années 80, où vous avez des tas de procès qui avaient été intentés à des sociétés d'assurance santé, pour des défauts, pour des conneries, etc. Donc si bien que maintenant, les assurances, c'est les assurances en réalité qui développent, qui imposent des procédures. Et c'est pour ça que quand vous voyez un médecin aux États-Unis, vous avez plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui pose des questions, mais qui correspondent à des questionnaires multi-choix, qui cochent des cases, et suivant le nombre de cases qu'ils ont cochées, ils vous donnent telle prescription. Parce que vous sentez que les médecins n'ont plus véritablement la liberté de faire un diagnostic, de par leur expérience. D'où la raison pour laquelle, malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui tombent malades, parce que souvent, ils ont des traitements qui ne sont pas du tout adaptés à leur pathologie. Mais les médecins ont suivi les protocoles, donc il n'y a plus de risque. Travailler aux États-Unis, donc je vous ai dit temps plein, temps partiel. Temps plein, 40 heures. Temps partiel, ça peut être souvent ça peut être du 20 heures. Mais après, il faut savoir qu'ils sont très très souples sur les horaires de travail. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que quand vous avez deux boulots, vous pouvez coordonner vos shifts, le calendrier ou le planning, pardon, je cherchais le mot en français. C'est marrant parce que planning c'est en anglais, mais ici planning on ne l'utilise pas. C'est un schedule ou un shift. Donc là-dessus ils sont très arrangeants. L'inconvénient c'est que il y a de la contrainte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des gens là où vous en avez besoin. Par exemple, tous les métiers où moi je bosse souvent le week-end, par exemple, le dimanche, le dimanche on a du mal à trouver des gens. Parce qu'ils disent que non, ils ont notre boulot, machin, alors qu'en réalité non, c'est parce qu'ils ne veulent pas bosser le dimanche. Les Afro-Américains, des fois, ne bossent pas le dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est des religieux. Donc ils vont à la messe. Donc le repos dominical. Alors qu'en réalité... les salaires, alors je vous ai parlé des salaires déjà, après c'est variable. C'est variable selon la société, suivant ce que vous produisez, suivant votre position, votre statut, suivant si vous êtes encadré par des gens honnêtes ou des saloperies. Donc vos salaires peuvent évoluer très rapidement, comme ça peut stagner. Là, dans ce cas-là, allez voir ailleurs. En général, quand vous voyez qu'une entreprise ne récompense pas la valeur d'un employé, partez. Restez pas dans cette boîte-là. Mais comme je vous dis, l'avantage aux États-Unis, c'est que vous pouvez trouver un boulot pour vous laisser le temps de vous retourner. C'est pas comme en France, où en France, il y a tellement de contraintes en France que pour trouver un boulot, mais c'est la croix à la bannière, quoi. Même pour aller bosser chez McDo, c'est la galère. Puis en plus, le coût du travail en France, c'est pas le même ici aux États-Unis, évidemment. On n'a pas autant de charges qu'il y a en France.
Vous avez comment on appelle ça? Merde. Les cotisations prélevées à la source. C'est-à-dire que sur mon salaire, moi je paye mes taxes fédérales, mes taxes d'État, pas les taxes locales, puisque les taxes locales on les paye directement par un calcul lorsqu'on fait notre déclaration d'impôt. Donc c'est compris dans le prélèvement mensuel. Et après, ça dépend des États. Comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué, par exemple, si vous allez dans le Texas, Nevada, Floride, il y en a d'autres, mais alors je ne me souviens plus lesquels, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe d'État. Vous ne payez pas d'impôt d'État. Donc vous payez uniquement que vos taxes locales et vos impôts fédéraux. Et bon, pour vous donner un ordre d'idée sur... alors évidemment, on peut être payé à la semaine, on peut être payé tous les 15 jours. C'est rare d'être payé au mois, mais bon, si vous faites $1000 par exemple, $1000 sur $1000, moi à mon niveau, ils doivent ponctionner 120 ou $150. Donc vous voyez, on est très très loin des prélèvements de charges que vous avez en France. Mais après, le système est différent. Je ne critique pas le système français parce que le système français finance toutes les caisses, maladie, chômage, retraite, pour un système par répartition, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Alors, il y a quelques intérêts, il y a quelques bénéfices que vous pouvez avoir, mais c'est pas aussi développé qu'en France. Mais voilà, le système social français, oui, il faut le financer, il faut le payer, donc forcément qu'on vous prélève sur vos impôts. Après, le problème, c'est le problème de la gestion. C'est-à-dire que lorsque vous lâchez 300 ou 400 euros pour votre sécurité sociale, pour votre retraite, etc., puis le jour où vous avez besoin, on vous dit « non, vous êtes couvert qu'à 70%, il va falloir payer 30%. » Attendez, à quoi ça sert que je paye tous les mois sur mon salaire si en plus il faut que je repaye derrière? Il est où l'argent? Il est parti où l'argent? C'est pour ça que les systèmes privés, à la limite, c'est pas plus mal. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez gérer vous-même ce que vous dépensez. Vous choisissez les contrats, vous choisissez les options. Si vous savez que le médecin vous dit peut-être l'année prochaine, il faudra vous faire opérer, là, dans ce cas-là, vous pouvez faire modifier votre contrat, payer un petit peu plus pour avoir une plus grosse réserve sur votre pour un remboursement sur une chirurgie, par exemple. Ce qu'il n'y a pas en France. Alors, en France, vous n'avez pas le choix. Enfin, si, vous avez le choix. Ça, je vous avais déjà expliqué, vous savez, Maastricht, 92. Vous avez le choix en France. C'est seulement que la structure publique fait une sorte de blocage, et même les entreprises. Mais en France, en tant que salarié, vous avez le choix, la liberté de choix, soit de payer au régime général, soit de payer une assurance santé privée. Et vous comprenez que les entreprises, ça les fait chier parce que ça veut dire que ça fait double procédure. Vous imaginez si sur 10 salariés, vous avez 5 salariés qui ont des assurances santé, ça veut dire que la rétribution des cotisations sont multipliées. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une seule, le régime général, vous payez 5 personnes pour un régime général, puis vous payez 5 autres régimes privés pour 5 autres employés. C'est pour ça que, en règle générale, aux États-Unis, les entreprises... alors, pareil, il y a des entreprises qui peuvent vous offrir une assurance santé. Mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. Mais ils ont l'obligation de vous en proposer une. Alors après, il faut comparer.
faut comparer les contrats, faut comparer les options, faut comparer combien ça peut vous coûter, etc. Alors, il y a des fois des entreprises qui ont des prix préférentiels et donc les assurances santé privées qui vous proposent des services sont moins chers que en client libre, on va dire. Comme des fois, c'est pas cher, mais les couvertures sont ridicules, quoi. Moi, la société où je travaille, ils m'ont proposé une assurance santé, mais celle où je suis inscrit actuellement est beaucoup plus avantageuse que... Elle est légèrement plus chère, mais avec des options beaucoup plus intéressantes. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, vous pouvez très bien être prélevé par l'entreprise pour l'assurance santé de l'entreprise, comme vous avez la liberté de prendre une autre assurance santé, mais là dans ce cas-là, c'est vous qui payez indépendamment de l'activité de salariale, on va dire, de votre entreprise. C'est le libéralisme à l'américaine. Travailler aux États-Unis, je crois que j'ai fait un peu le tour. Après, vous avez des petits détails qui sont spécifiques à des secteurs d'activité, spécifiques aux États aussi, parce que il y a certains États où, par exemple, les gamins ils peuvent commencer à travailler à partir de 16 ans. Mais il y a des États où c'est pas avant 18 ans. Puis il y a des contraintes. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des gamins qui avaient 17-18 ans au cinéma, sauf qu'au cinéma il y avait un bar. Qui dit bar dit alcool. Vous devez faire impérativement attention qu'on n'utilise pas les gamins pour aller servir des clients avec de l'alcool sur un plateau, parce que là c'est interdit. Donc, vous voyez, c'est des petits détails, mais quand vous avez certaines activités, vous pouvez embaucher des mineurs, mais par contre, attention, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est interdit. Donc ça, là-dessus, il faut être vigilant. Donc normalement, les superviseurs, les managers, les assistants managers, etc., ils sont briefés sur ce genre de détails. Si jamais vous avez des questions par rapport à quelque chose de beaucoup plus spécifique sur le travail aux États-Unis, n'hésitez pas. Posez vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre à la mesure de mes compétences et de mes connaissances. Mais oui, globalement, je vous le dis, comparé à la France, je préfère nettement rester aux États-Unis parce que justement, le marché de l'emploi est beaucoup plus accessible qu'en France. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. Et je pense dans tous les secteurs. Et surtout en ce moment où, comme je vous le dis, il y a une telle déliquescence, malheureusement, des compétences et des connaissances, qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont très demandeuses de gens sérieux, de gens productifs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le travail aux États-Unis. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va essayer de suivre un petit peu l'actualité mouvementée du moment. Et d'ici là, portez-vous bien.